Je voudrais d'abord, au nom de Holcim Maroc et de la Fondation Holcim pour la construction durable, vous souhaiter la bienvenue ici et vous remercier d'avoir répondu personnellement à notre invitation. Je voudrais d'abord excuser M. Louali et le président de la commune d'Oujda qui sont pour le premier pris par un réunion importante au ministère ce matin et le second pris évidemment par les activités saisonnières de la préparation de la loi de finances 2011. Et vous avez sans doute suivi un petit peu les débats très vifs qui marquent un peu l'examen de ce projet de loi de finances 2011. Donc ils ont du pain sur la planche. Je souhaite la bienvenue aux représentants en particulier de M. Louali et du président de la commune. Nous nous retrouvons pour la deuxième fois dans cette belle ville d'Oujda, après une première rencontre que nous avions organisée en décembre 2007, dans le cadre de la promotion du concours Holcim pour la construction durable, ce qu'on appelle en jargon anglais les Holcim Awards. Comme vous le savez, l'objet de ce concours est de contribuer à ancrer les principes de la construction durable, dont nous allons parler plus en détail dans quelques instants, de les ancrer dans les pratiques, dans les concepts, et je dirais même dans les réflexes de tous ceux qui participent de près ou de loin à la conception, à la planification et à la réalisation des projets de construction, que ce soit habitat, bâtiments commerciaux, etc. etc. En fait, l'objet de cet engagement de la Fondation Holcim, c'est d'essayer de réinventer la construction. Rien que ça. Construire autrement. Au-delà du cadre bâti, offrir en fait un cadre de vie et intégrer dans l'acte de bâtir toutes les dimensions de la construction de la ville. Construire, certes, d'accord, mais construire pour offrir un espace de vie commune, un environnement du vivre ensemble et un espace de socialité, de solidarité, d'urbanité et d'harmonie. C'est ça en fait, la finalité et l'ambition de la construction durable. Nous sommes face à des défis extraordinaires. Vous avez tous suivi les dernières négociations du sommet de Cancun. Heureusement qu'il est parvenu à un certain compromis sur le changement climatique, sur les engagements des grands pays pollueurs, les pays émergents, la Chine et l'Inde qui sont très réticents quant à des engagements précis sur les normes de baisse des émissions des CO2. Donc c'est un grand progrès. Et on va le voir tout à l'heure, le secteur de la construction est un secteur qui consomme beaucoup d'énergie, qui est responsable d'un certain niveau d'émissions. Et c'est en partant de ce constat, de cette prise de conscience, que le groupe Holcim en particulier a décidé de s'engager volontairement dans cette démarche de construction durable. Voilà. Alors, le plan de la présentation, vous le voyez, on va rappeler brièvement les enjeux de la construction durable. Je vais vous dire quelques mots également sur cette fondation Holcim pour la construction durable, les principales activités de la fondation, qu'est-ce qu'elle fait, comment elle s'organise et qu'est-ce qu'elle produit. Ensuite, les grands critères de la définition de la construction durable. Je vous parlerai plus en détail de ce troisième cycle qui vient de démarrer et qui se termine le 23 mars 2011, c'est bien ça Noël. Ensuite, quelques mots sur les prix, sur les montants qui sont distribués aux lauréats et aux gagnants. Ensuite, je vais vous projeter quelques images de projets gagnants au terme du deuxième cycle. Également quelques détails sur comment on examine, comment on sélectionne et comment on choisit les projets gagnants, donc le processus de sélection. Et puis quelques statistiques sur les projets qui ont été soumis lors du deuxième cycle, et puis le nombre de projets gagnants. Alors, in memoriam, pourquoi cela? Le premier cycle des Holcim Awards a été remporté au niveau de la région MENA, Afrique, Moyen-Orient, par un
architecte dont certains d'entre vous ont encore le souvenir, vous connaissez, c'est M. Abdelghani Fadjiro, rahmatullahi alayhi. Donc il avait, c'était un peu le co-auteur du projet gagnant du premier cycle au niveau de la région et qui est décédé depuis quelques années. Le projet qui a remporté le prix Al-Chef de la région consistait en un centre de formation et d'éducation dans la région de Talounet. Projet malheureusement non réalisé, mais c'était un très beau projet qui répondait parfaitement aux 5 critères de la construction durable. Je crois qu'il était de notre devoir aujourd'hui de rendre hommage à cet homme, et au beau projet qu'il a réalisé. Voilà. Oui. Continue. Alors, je voudrais ici vous traduire rapidement le témoignage ou la déclaration de M. Marcus Ackermann, que vous voyez ici sur cette image, qui est le président du groupe Holcim. Alors, la question qui se pose, comment pouvons-nous contribuer à orienter, à infléchir la chaîne d'approvisionnement, ce qu'on appelle en anglais la supply chain, dans une direction durable par l'apprentissage, la formation et anticiper les changements et les nouveaux besoins qui caractériseront le monde de demain. Certes, la population qui grandit à un rythme rapide a des besoins matériels, mais elle a également des besoins de convivialité, de vivre ensemble, des besoins de culture, des besoins de vivre ensemble. Et c'est tout ce défi-là que la construction durable essaye de relever. Alors, ces questions, je continue. Ces questions ont mené, dit M. Ackermann, à la mise en place de la Fondation Holcim pour la construction durable. Donc c'est à partir de cette analyse, de ce constat, que le groupe Holcim a décidé de s'engager et de consacrer beaucoup d'argent à ce programme-là. Donc on reconnaît le rôle central que le design architectural et ce qu'il représente dans cet effort. La Fondation se donne pour but de catalyser les aspects de durabilité dans l'industrie de la construction et aider à trouver des solutions avancées, innovantes sur des projets de construction à travers le monde. Vous savez, nous sommes, on peut se poser la question, pourquoi un groupe cimentier qui produit du ciment, du béton, des granulats s'engager dans cette voie? Eh bien, nos produits, la production ou la fabrication des produits génère ce qu'on appelle une empreinte écologique. Ce que nous voulons à terme, c'est de la diminuer d'une manière volontaire et de dire que nous vendons sur le marché des produits éco-responsables et que nous sommes conscients que notre industrie participe également aux émissions de CO2. Et nos matériaux sont des matériaux qui génèrent des émissions. Donc nous sommes responsables et c'est la raison pour laquelle nous engageons des budgets et des fonds pour essayer d'encourager l'innovation, la recherche, précisément pour réduire cet impact écologique de notre activité sur l'environnement. Oui. Alors ici vous avez la photo de quelqu'un de très célèbre que vous avez sans doute reconnu, Mohamed Younous, qui est un homme qui s'est engagé très tôt dans la lutte contre l'extrême pauvreté en Asie. Alors il dit que les sociétés durables sont plus importantes que la construction durable. On voit bien là la dimension immatérielle de la construction durable. Bon, des bâtiments, des matériaux, etc. Mais la société durable qui repose sur l'éthique, sur la solidarité, sur le vivre ensemble est beaucoup plus importante. Les hommes qui ont une vision de l'avenir sont orientés vers la construction durable, peuvent subvenir à leurs besoins. Il y a beaucoup de gens aujourd'hui, dit-il, qui vivent dans une extrême pauvreté, sans aucune opportunité de mener une vie durable. Donc vous voyez ici que l'aspect social et l'aspect éthique est omniprésent. Oui. Alors, ça c'est clair. Alors, M. Claude Fussler est un expert qui travaille comme consultant auprès de la Fondation Holcim et qui dit deux choses très simples. Un logement sain et confortable pour les centaines de millions de familles qui n'en ont pas. Donc, lui, il est préoccupé par un problème quantitatif. Il faut répondre à des besoins
de gens qui n'ont pas de logement. Et je pense que c'est une déclaration qui nous interpelle et qui nous intéresse en tant que Marocains. Sa Majesté le Roi avait fait un discours célèbre, je pense en 2003-2004, sur Sakan La'iq et toute cette dynamique de construction de logements sociaux. On a parfaitement compris que c'est une nécessité, une priorité nationale. Et je crois que tout l'appareil d'État travaille un peu sur cette priorité. Et puis, le respect de la vulnérabilité de notre environnement. Nous sommes tous conscients aujourd'hui que nous sommes dans une planète dont les ressources sont finies et qu'il faut jouer de solidarité par rapport aux générations futures. Alors, également, cette déclaration de M. Saïd Moulin, que certains d'entre vous connaissent, ancien, je pense, directeur général d'architecture au ministère de l'Habitat, de l'urbanisme, un expert international reconnu, consultant auprès de pas mal d'organismes internationales, et qui dit ceci: il n'y a pas de construction durable sans entretien et sans gestion collective, et il n'y a pas de construction durable sans une régulation urbaine et sociale et sans les valeurs de respect et d'identité locale. Vous voyez ici que dans cette déclaration, au-delà du cadre bâti, comme je le disais tout à l'heure en introduction, il y a la vie, il y a les valeurs, il y a le vivre ensemble, et qu'il ne faut pas oublier. Construire des logements, répondre aux besoins, certes, mais offrir un cadre de vie et un cadre de vivre ensemble. Alors, les enjeux de la construction durable, comme on va le voir sur ce slide, des enjeux complexes, pressants, interreliés entre eux. Alors, on voit ici, au démarrage de toute cette réflexion depuis une trentaine d'années, le climat, avec l'impact réciproque sur les ressources en énergie, la gestion de l'énergie. Ce matin, on avait une réunion très intéressante avec Sylvie Couche sur la manière de mettre en place des filières de recyclage et de valorisation de déchets qui contiennent de l'énergie. Je crois qu'Oujda, la ville de Oujda, est en train de mener une expérience pilote très intéressante, visant notamment à fabriquer du biogaz à partir de la décharge. La problématique de l'eau, aussi, l'eau, mettre à la disposition des populations démunies l'eau potable et l'eau nécessaire à leurs besoins. Le problème des sans-abri, c'est lié, de la santé, évidemment. L'eau et la pollution de l'eau et la qualité de l'eau a un impact direct sur la santé des populations. Évidemment, l'alimentation, comment assurer les besoins de l'agriculture pour produire suffisamment de produits alimentaires pour satisfaire les besoins de la population. L'impact économique également, à quel coût nous faisons cela, quelle est sa rentabilité, comment optimiser cette rentabilité. Le socle de la solidarité également, nous vivons tous sur la même planète et nous devons tous être très attentifs aux équilibres sociaux, mondiaux, urbains et nationaux pour maintenir une certaine pérennité, une certaine durabilité des différentes sociétés. L'aspect gouvernance également, ça aussi c'est un élément important dans les principes d'éthique de la construction durable. Et enfin, une gestion optimale de la consommation pour préserver la capacité des générations futures à répondre à leurs propres besoins. Alors on va tout de suite voir une maison qui va se plaquer sur tout ça, et vous voyez comment la construction durable englobe et embrasse l'ensemble de ces aspects-là. Et puis, on voit comment elle s'insère dans la problématique générale du changement climatique, de l'énergie, de la préservation et de la protection de l'environnement. Ce qu'on va voir tout de suite, c'est que, slide suivant, selon le World Business Council for Sustainable Development, il dit clairement que le secteur sous-estime l'impact de la construction sur l'environnement. Il sous-estime les coûts, ce qu'on appelle le coût de remédiation, de remise en état, de réhabilitation. Et il évolue beaucoup trop lentement pour éviter des crises annoncées par les scientifiques. Donc si vous voulez, le groupe politique dans cette situation-là, prenant conscience de sa responsabilité en tant que groupe industriel mondial qui a à faire face à des défis de cette nature dans beaucoup de pays, il a décidé de s'engager dans cette voie depuis l'an 2000. C'est pour ça qu'il a créé cette fondation ODCIM
avec des moyens financiers, intellectuels, en mobilisant aussi bien le savoir-faire interne du groupe que les compétences disponibles à travers le monde. Oui. Alors, rapidement, la Fondation Oudsim pour la construction durable. On voit ici devant nous une espèce de module qui montre comment la Fondation interagit avec les acteurs de la construction. Depuis les fournisseurs de matériaux, aussi fournisseurs de matériaux, le rôle des ingénieurs et des architectes et des designers qui conçoivent les bâtiments, matériaux, bâtiments, ceux qui exécutent, les promoteurs, les investisseurs, les constructeurs, et enfin les clients. Tout ceci est couvert et doit être couvert par les principes de l'architecture et de la construction durable. Nous devons tous, on toque, il y a tout l'éventail, en partant de l'usine qui fabrique le matériau jusqu'au constructeur, parce que les principes de construction durable englobent le cycle de production et de construction, mais le cycle de vie de l'ouvrage. Il faut que pendant le cycle de vie, la consommation d'énergie, la production de déchets, tout ça doit être maîtrisé et tient compte des principes de la construction durable. Alors, tout ceci repose bien sûr sur les codes, sur les normes, sur des réglementations, sur des standards de fabrication de maintenance, tout en tenant compte de l'aspect urbain, développement urbain maîtrisé. Aujourd'hui, nous avons des villes énormes qui posent des problèmes de circulation, qui posent des problèmes de sécurité, qui posent des problèmes de vivre ensemble. Certaines villes, certaines métropoles évoluent de façon beaucoup trop rapide et finalement, elles altèrent la qualité du vivre ensemble des populations. Donc, oui, une perspective multiple et équilibrée. La construction durable, c'est construire d'une manière qui concilie. Donc, déjà, on est en train de découvrir de manière plus pratique les principes de la construction durable. On ne doit pas sacrifier l'aspect esthétique, la beauté d'un ouvrage, et c'est là où s'exerce et s'exprime tout le talent et la vertuosité des architectes. Donc, l'esthétique, les performances techniques. Il ne s'agit pas de faire du beau à n'importe quel prix, et tout en prenant des risques avec la sécurité et la qualité, tout en respectant l'environnement et les fonctions sociales de la construction et du cadre bâti. Tout ceci ayant pour objectif d'apporter un bien-être tout en économisant les ressources et sans compromettre les capacités des générations futures à satisfaire leurs propres besoins. Et ça, c'est le principe fondamental du développement durable. Bien sûr, il n'y a pas de principe universel ou de technique universelle de la construction durable. On doit tenir compte des spécificités locales, des matériaux locaux, des pratiques et des coutumes locales et de l'éthique locale dans la conception des bâtiments de construction durable. Et puis également, une seule voie ne suffit pas, il faut combiner et faire travailler ensemble les approches interdisciplinaires de la construction durable. Alors ici, cette planche, elle vous montre un petit peu déjà comment s'organise et comment travaille la Fondation. Je vous disais tout à l'heure que la Fondation Oudsim comptait sur ses ressources internes, mais travaillait également avec les compétences externes. Et là, le premier groupe de collaborateurs de la Fondation, ce sont les universités. Il y en a, je pense, 6 ou 7. Et ce qui est intéressant de remarquer ici, c'est que ce sont des universités à travers le monde. Vous avez l'Institut fédéral de technologie de Zurich, vous avez le MIT, célèbre université, célèbre institut de technologie de Massachusetts, à Boston, une université ibero-américana, je pense, qui est installée à Mexico ou en Amérique latine. Cette année, on a eu la bonne surprise d'avoir l'école d'architecture de Casablanca, qui a été choisie comme partenaire de la Fondation Oudsim pour la promotion. Est-ce qu'il y a des lauréats de cette école? Pas encore, je crois. Il n'y en aura pas encore. C'est une école qui est très controversée. D'accord. Voilà, donc il y a certaines choses. En tout cas, sur la base du dossier qui a été remis, sur la base des visites et des réunions qu'ils ont tenues, ils ont donc pris l'école d'architecture de Casablanca comme
un partenaire dans la région ici au Maroc. De toute façon, il n'y a pas le choix. Il y en a deux. Il y a l'ENA et l'EAC. Alors, il y a également une université brésilienne, l'université de Sao Paulo, une université en Afrique du Sud, une université importante en Chine, Tanguy Université, et puis l'université de Bombay en Inde. Donc on a des poids lourds de l'Asie, on a des poids lourds de l'Amérique latine, peut-être un poids léger pour le Maroc, qui deviendra un poids lourd après. Et puis, donc vous voyez que les partenaires, l'origine géographique des partenaires est très diversifiée. Alors, les autres moyens d'action de la Fondation, d'abord, ils organisent régulièrement des forums d'experts et des acteurs de la construction. Donc, il s'agit de créer une dynamique de réflexion, d'échange, de brainstorming sur les techniques de construction durable. Elle apporte des fonds pour soutenir des projets de recherche dans le domaine de la construction durable. Et puis, elle organise tous les 2-3 ans, c'est des cycles de 3 ans, des concours à travers le monde. L'objectif, c'est évidemment de diffuser toutes les nouvelles techniques, toutes les innovations qui sont validées dans le domaine de la construction à travers le monde. Alors, quelques illustrations de ces forums. Il y en a eu, je pense, 3 jusqu'à présent. L'un à Zurich, le deuxième à Mexico et Shanghai. Vous voyez, Europe, Amérique latine et Asie. Alors, le premier forum a eu lieu en 2004 à Zurich, dont le thème était les besoins essentiels. La construction durable est une nécessité urgente, donc les gens en 2004 ont déclaré, et les globales avec des approches adaptées localement. C'est un forum qui a vu la participation de 120 participants issus de 35 pays, 44 orateurs de 20 pays, 25 étudiants des 5 continents. On va le voir également tout à l'heure, on n'oublie pas les jeunes, on n'oublie pas la génération montante, parce qu'elle a une richesse d'imagination et d'innovation insoupçonnée. Alors, le deuxième forum a eu lieu à Shanghai, en Chine, et qui s'appelait Transformation urbaine. Alors, vous voyez bien comment, en anglais, on a séparé urban, trans, c'est pour bien souligner à travers donc l'interdisciplinarité d'échange, et la transformation pour faire allusion également à l'aspect nécessité de se former, de se préparer et de s'adapter en permanence. Alors, le forum de Shanghai s'est arrêté sur, comme je le disais tout à l'heure, l'explosion urbaine. Le taux de la population urbaine est en train d'augmenter à un rythme exponentiel. Le vieillissement de l'habitat social, le parc d'habitat est en train de vieillir. Je ne sais pas, certains d'entre vous ont visité la Chine, Pékin, Shanghai, d'autres villes, où vous avez des quartiers qui ont 50, 60, 70 ans, à des hauteurs de, je sais pas, 20, 25 mètres, et vous avez à côté des quartiers nouveaux qui ont moins d'1 an. Le contraste est absolument saisissant. Voilà, donc le deuxième forum a été encore beaucoup plus important, avec 255 participants issus de 42 pays, 70 contributions. Alors, ce sont des études, des interventions, des communications faites par d'éminentes personnalités. Certaines sont consultables d'ailleurs sur le site de la Fondation, simon.org, vous pouvez avoir accès à ces documents. Et le forum de Mexico, ce qu'il y a. Alors, le forum de Mexico a eu lieu au mois d'avril dernier, le 14 avril à Mexico. Et là, c'est très simple. Donc, après avoir parlé de la définition des besoins essentiels, la transformation urbaine, le thème du forum de Mexico, c'était réinventer la construction. Je dis bien entendu, mais réinventer la construction. Ah ben voilà, c'est ça. Donc, pour résoudre de manière intégrée la complexité des flux de matériaux, des comportements humains et l'impératif d'une économie décarbonée. Là, on est déjà dans le vif du sujet de la construction. On n'est plus dans la généralité. Là, on rentre dans le vif du sujet. Comment répondre aux défis de la construction dans le monde d'aujourd'hui? Voilà. Alors là encore, beaucoup plus de participants, plus de pays et plus d'acteurs. Vous avez ici quelques images. Voilà. Une série. Alors là, ce sont des monographies, des études qui ont été financées par la Fondation. Vous avez les différents thèmes sur les différents pays, en Inde, au Sri Lanka,
une recherche en Suisse, Costa Rica, un centre communautaire en Afrique du Sud, et ainsi de suite. Voilà également quelques illustrations sur les documents, sur les études et les recherches qui sont financées par la Fondation. Oui. D'avance. Alors, qu'est-ce que la construction durable sur le plan de la définition de la Fondation? Après toute une série d'études et d'analyses, 5 grands groupes d'exigences ont été définis et validés. Et vous allez, comme vous pouvez voir, ils englobent les aspects économiques, environnementaux, esthétiques, sociaux, éthiques, et ainsi de suite. D'abord, la qualité écologique et la conservation des ressources, c'est une préoccupation centrale. Donc la préservation des ressources, utiliser le minimum de moyens, le minimum des ressources, tout en concevant un mode de fonctionnement qui soit performant sur le plan environnemental, qui préserve notamment la consommation d'énergie, la consommation d'eau et les ressources précieuses de la planète. Il faut également que ce projet, deuxième groupe d'exigences, deuxième critère, qui soit faisable. Il ne s'agit pas d'imaginer des choses qu'on ne peut pas réaliser, donc faisable sur le plan technique, également sur le plan coût de revient économique. L'efficacité économique qui contribue à la pérennité et à la durabilité. Troisième critère, très important, il n'y a pas de stabilité, il n'y a pas de pérennité, il n'y a pas de vivre ensemble durable s'il n'y a pas un minimum de respect des principes éthiques et de justice sociale. Et ça, c'est un peu la responsabilité à la fois de la population, des gouvernements, enfin, de toutes les institutions sociales et humaines du pays. Quatrième critère, les critères à nous, ce sont les critères dont on tient compte pour juger et apprécier et sélectionner les projets qui sont soumis. Donc l'esthétique, la beauté, l'insigne, la beauté, et c'est là où on voit s'exprimer, disons, le talent et le savoir-faire des architectes et des designers. Et également, il faut qu'un bâtiment, une construction, s'intègre parfaitement dans son environnement général. Et puis, cette dernière, je dirais, last but not least, dernier critère, dernier groupe d'exigeants, c'est celui de l'innovation radicale et de la transférabilité. Il faut que ce projet qui ait répondu à ces 4 premiers critères soit également représente un changement radical, une innovation importante dans le domaine de la construction. Et donc il faut que ce soit un vrai progrès dans la démarche. Oui. Alors, nous passons maintenant au cycle 2011-2012. Le cycle a été lancé en 1er juillet 2010, enfin, la période de soumission des projets, le 1er juillet 2010 jusqu'au 23 mars 2011. Donc c'est pendant cette période-là que tous les porteurs de projets de construction durable peuvent soumettre leurs projets. Alors, maintenant, les sous. Alors, les prix qui récompensent tous les 3 ans les projets de construction les plus ambitieux et qui ont, disons, satisfait aux 5 groupes d'exigence, la dotation globale prévue par la Fondation est de 2 millions de dollars qui se répartissent à travers les 5 continents et à travers les 3 prix, l'or, l'argent et le bronze. Alors, il y a 2 niveaux de sélection. Le Maroc fait partie de la région MENA. Il y a une région Europe, une région Amérique, une région Amérique latine et une région Asie. Donc nous faisons partie de la région MENA, Afrique, Moyen-Orient. Donc une première sélection par région, elle est faite en 2011, c'est-à-dire ce sont les gagnants à l'échelle des 5 régions. Et en 2012, il y a les 3 gagnants sont automatiquement pris en compte pour la sélection mondiale qui aura lieu en 2012. Alors vous avez ici la carte du monde avec il y a 2 catégories, je dois le préciser. Il y a la catégorie principale
et il y a ce qu'on appelle les Next Generation. Ce sont des prix qui récompensent les travaux de jeunes architectes, de jeunes, voire même des étudiants. Alors, vous avez par exemple pour la même catégorie le premier prix, disons le premier prix, l'or, la médaille d'or, si vous voulez, c'est 100 000 $. La médaille d'argent, c'est 50 000 $. Et la médaille de bronze, elle est de 25 000 $. Plus un prix, 4 prix de reconnaissance, dont le budget global, l'enveloppe globale est de 75 000 $. Pour les jeunes générations, comme je vous le disais tout à l'heure, le premier prix c'est 25 000 $, le deuxième est de 15 000 $ et le troisième est de 10 000 $. Et pour la deuxième phase, le montant est de 500 000 $. Donc vous avez 500 000 pour la deuxième phase, les 5 régions, 1 500 000 $, ça fait un tout, une enveloppe globale de 2 millions de $, c'est quand même à peu près 17 ou 18 millions de lira. C'est quand même pas mal pour un cimentier. Ce n'est ni le prix Pritzker, ni le prix Agacan, mais il y a quand même un groupe industriel cimentier met de l'argent pour encourager la construction durable. Oui. Alors, qui peut participer? Je crois que vous avez sans doute vu sur le site que le concours est ouvert à tous ceux, architectes, ingénieurs, constructeurs, urbanistes, promoteurs, qui soient dans le secteur public ou privé, qui soient seuls, en partenariat, en groupement, en consortium, avec des bureaux d'études, génie civil, de planification, etc., pour peu que leur projet soit conforme aux 5 critères de sélection de la construction durable. Alors, la définition du projet, ça c'est très important. C'est tout projet, ou tout plan, tout concept qui est déjà à un stade avancé de définition, donc d'études, et de faisabilité technique et économique, mais qui n'a pas démarré avant le 1er juillet 2010. Donc nous jugeons des projets qui n'ont pas commencé déjà à être réalisés. Il faut faire attention à ce détail. Alors, pour les prix qui sont éligibles à la catégorie Next Generation, ils sont ouverts aux étudiants en dernière année, disons, d'études de leur diplôme. Tout à l'heure, j'ai dit les jeunes architectes, en fait, c'est les étudiants. Les étudiants, les élèves ingénieurs, les élèves topographes, enfin, tous ceux qui ont été définis, hein, les urbanistes, les bureaux d'études, etc. Alors ici, vous avez une illustration des principaux gagnants du deuxième cycle. Alors vous avez là sous les yeux un édifice vert, c'est bien ça, sur le lac Ramsey pour en faire un centre de recherche, une espèce de laboratoire vivant, ayant plusieurs sites pour la surveillance de la qualité de l'air, la qualité des eaux de pluie et de leur ruissellement et le contrôle de la biodiversité. C'est le projet qui a remporté la médaille de bronze au Canada, Silver. Ensuite, nous avons ici la médaille d'argent. C'est un projet qui a été réalisé ou qui sera réalisé à San Francisco aux États-Unis. Il s'agit de la construction d'une université des sciences qui concilie dans sa conception, qui concilie parfaitement construction durable et design architectural. C'est une construction très sophistiquée qui tient compte ou qui intègre l'énergie solaire, la ventilation naturelle et l'efficacité énergétique. Alors ici, on est en Europe, il s'agit du réaménagement et de la réhabilitation d'une décharge. C'est cool, ça peut vous donner des idées pour la ville d'Oujda. On a un véritable quartier urbain qui comprendra des espaces verts, des habitations, des espaces de foire et d'exposition, ainsi que des services publics. Là, nous avons un quartier gouvernemental en Europe, en Hongrie, à Budapest, destiné à accueillir 11 ministères de la capitale hongroise. Il a été pensé de manière à répondre non seulement à la demande du client, mais aussi à des objectifs économiques, environnementaux et sociaux sur la base de la conception d'un système urbain intégré qui
qui ouvrira de nouveaux horizons au quartier un peu périphérique, négligé de la ville, et qui permet ainsi d'apporter une réponse intégrée, complète au renouvellement urbain de la ville de Budapest. Alors, ça c'est intéressant. Je crois que tout le monde a entendu parler du quartier de Medellín, le fameux cartel de Medellín de la drogue. C'est une expérience très intéressante parce que ce projet, vous voyez que la dimension humaine, la dimension intégration sociale est très présente dans le concept de construction durable. Ce projet consiste en la réhabilitation complète de la ville de Medellín, qui est un véritable clé sur le plan urbain, sur le plan délinquance, sur le plan insécurité. En Colombie, cette ville connue pour son taux élevé de criminalité et de violence a totalement été transformée grâce à la mobilisation du gouvernement, des autorités, du tissu associatif local et d'une équipe d'architectes et d'experts qui a permis la création de nouveaux édifices publics, des bibliothèques, des écoles, des musées. Donc là encore, la dimension culturelle, l'offre culturelle, d'intégration, de réinsertion dans les quartiers les plus pauvres de la ville et l'assainissement du tissu social de la communauté. C'est un très beau projet et qui a eu la médaille d'or. Voilà, je pense que vous avez tous reconnu le plus beau projet, je dirais, de cette catégorie. C'est le projet de la réhabilitation de l'Oued-Fest, qui a remporté d'abord en 2008, je pense, la médaille d'or à l'échelle de la région, avant de remporter à l'échelle mondiale la médaille d'or et d'empocher 400 000 $.